Je me nomme Patrick Simon. Je vais commencer par pour vous mettre en garde que je ne suis pas votre avocat et que je ne peux pas vous donner d'avis juridique. Donc, je vais juste lire à voix haute la mise en garde parce qu'on se fait enregistrer. Donc, la session d'information contient de l'information juridique générale. Donc, ce que je vais vous dire, c'est de l'information générale au sujet de la cour civile et d'un procès ou d'une instance civile, mais ça ne constitue aucunement des avis juridiques ou des conseils juridiques. Et je vous conseille fortement, si vous pouvez, de consulter un avocat à vous, là, si vous voulez obtenir des conseils pour vos situations particulières. Veuillez consulter la liste de ressources utiles qui sera affichée à la fin de la session. Donc, moi, je me nomme Patrick Simon. Je suis un plaideur, donc je vais en cours. Je ne suis pas un notaire, donc je ne fais pas de transactions immobilières, ni de testament, ni d'incorporation. Moi, je vais à la cour lorsqu'il y a un différend qui doit se faire régler par litige. Mon cabinet se nomme Weiss & Hunter LLP. En litige civil, que ce soit une lésion corporelle, la négligence, une nuisance ou un litige quand ça a rapport avec une servitude de passage ou vos biens immeubles, c'est toujours la même cour, c'est souvent les mêmes acteurs juridiques, c'est souvent les mêmes règles juridiques. Donc, moi, je peux parler au sujet généralement des procès qui ont rapport avec des délits civils, des bris de contrat commercial ou des instances qui ont rapport avec les biens immobiliers. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs. Et je remercie la Fondation communautaire d'Ottawa pour son appui financier pour cette session d'information. Donc, j'aimerais commencer par vous parler un peu des acteurs judiciaires. Donc, lorsque vous vous présentez en cour, il va y avoir quelqu'un qui préside l'audience. Et juste pour être clair pour vous, une audience, c'est une instance où vous vous présentez en cour. Vous devez être en cour pour faire valoir vos droits, quels que sont les droits réclamés. Donc, il va souvent y avoir quelqu'un devant vous. Ils vont être placés plus haut que vous dans la salle. Et cette personne sera probablement un juge ou peut-être un protonotaire. Un juge ou une juge, c'est une personne qui est chargée de trancher votre question en litige. Ça, c'est des assez gros mots, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rendre une décision par rapport aux différends qui doit être résolu. Donc, en criminel, c'est pas mal toujours des juges. En droit civil, par exemple, des fois, il y a des questions de procédure, puis j'assume que si vous êtes auto-représenté, il va y avoir des questions de procédure. Et s'il y a des questions de procédure qui ne sont pas substantifs, donc qui ne vont pas régler le dossier en entier, vous allez probablement devoir vous présenter devant un protonotaire. Un protonotaire, c'est presque l'équivalent d'un juge. On se réfère à eux comme votre honneur ou madame la protonotaire. Ils sont habillés avec une robe similaire à celle d'un juge. Ils sont très différents pour quelqu'un d'auto-représenté de discerner ou différencier un juge d'un protonotaire. Je vais vous donner quelques exemples de questions qui iraient devant un protonotaire. Si vous avez vous-même rédigé votre acte introductif d'instance, comme une demande ou une requête ou une motion, et vous avez mal nommé les parties, donc vous devez changer votre acte, to amend, si vous voulez. Vous devez changer votre acte, abroger votre acte. Et pour ces sortes de questions-là, qui sont très importantes d'ailleurs pour la procédure, c'est le protonotaire qui va siéger, pas nécessairement un juge. Donc, un protonotaire, c'est un officier de la justice qui a l'autorité de trancher certaines questions d'affaires civiles, telles des affaires procédurales. Cependant, si vous voulez une ordonnance, comme dans mon champ d'expertise, une ordonnance que vous avez une servitude de passage sur le bien-fond de votre voisin, ça, ce n'est pas un protonotaire qui va décider qui a les droits immobiliers sur les terrains d'un ou d'un autre. Ça va être un juge. Par rapport à l'interprétation de contrats, ça ne sera pas le protonotaire qui va interpréter un contrat commercial.
Donc, si vous avez subi une perte, vous voulez des dommages, vous réclamez des dommages-intérêts, hein, ça va être un juge qui va trancher la question substantive de votre litige et non un protonotaire. Pour des lésions corporelles, si vous vous avez fait frapper ou percuter par un automobile ou un automobiliste, et puis vous réclamez des dommages-intérêts, c'est un juge qui va trancher la question de combien de dommages vous avez droit. Ce ne sera pas un protonotaire. Donc, un n'est pas plus important que l'autre. Ce sont les deux très, très, très importants pour régler un litige. Mais les protonotaires sont là surtout pour des mesures intérimaires. Donc, faire sûr que les actes sont bien rédigés, faire sûr et certain que l'action avance. Puis n'importe quel plaideur ou personne auto-représentée veut que l'action avance. Donc, des conférences intérimaires, c'est surtout des protonotaires qui vont faire ça. Des fois, il y a des jurys. En civil, je vais être honnête avec vous, non moins. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais fait un procès par jury. C'est plus quelque chose qu'on voit dans le domaine criminel, où le monde peut perdre leur liberté. En droit civil, où c'est surtout des questions d'argent ou de droit immobilier, les jurys sont plutôt rares, mais il y en a surtout dans les litiges civils où il y a des lésions corporelles et puis il y a des demandes de multiples millions de dollars parce que à cause que l'accident a causé des lésions corporelles qui ont rendu une personne, disons, qui ont vraiment changé leur vie pour le pire. Donc, dans ces cas-là, les jurys, ils peuvent faire partie, ils peuvent être des acteurs judiciaires. Donc, c'est du monde neutre. Il faut qu'ils soient neutres. Il y a une grosse procédure pour les choisir. Et puis, c'est eux qui vont déterminer certains faits qui sont arrivés. Pas des questions de droit. Ça va être le juge. Donc, dans une action, il y a un jury. Il va y avoir du monde qui vont déterminer des questions de fait, ça c'est le jury, mais si jamais il y a des questions de droit, comme des questions de causalité, ça serait le juge. Je ne vais pas aller trop loin dans le jury parce que moi, je n'ai pas trop d'expérience avec des jurys, j'en ai aucune d'ailleurs, mais je sais que ça se pourrait que ça arrive. Si vous vous représentez vous-même pour une question de multiples millions à cause d'une lésion corporelle, ça se pourrait qu'il y ait un procès par jury. Mais j'espère vraiment que vous allez vous trouver des avocats si c'est ça votre litige, par exemple, parce que on parle de gros montants d'argent. Vous allez voir d'autres mondes dans la cour supérieure si vous y allez. Donc, juste pour ne pas être trop stressé quand vous rentrez, il va y avoir un juge éventuellement que vous allez voir, qui va être placé un peu plus haut. Mais vous allez voir devant le juge un greffier de la cour. Le greffier, il planifie les audiences. C'est un bon ami d'un avocat plaideur. On essaie d'être sur le bon bord d'un greffier. Eux, ils vont annoncer le règlement de la cour, ils transmettent au juge les divers éléments de preuve, ils demandent aux témoins de prêter serment ou de dire la vérité. Il y a aussi des sténographes judiciaires. Les sténographes judiciaires, ça enregistre tout ce qui a été dit durant le procès. Ça, c'est important, surtout si vous voulez faire un appel de la décision. Vous allez vouloir avoir un enregistrement écrit. En anglais, on appelle ça un record. Un procès verbal en français. Puis là, après ça, il y a des agents de service aux tribunaux. Ceux-ci contribuent au bon déroulement des procédures à la Cour. La principale tâche de l'agent, c'est d'être au service du juge pendant l'audience. Donc, ça, c'est d'habitude, si vous allez en cour, c'est quelqu'un qui est assis dans le coin, mais l'autre bord de la barre. Donc, si jamais un avocat ou si vous, qui vous représentez vous-même, vous voulez de l'eau, c'est cette personne-là qui va emmener de l'eau. Si jamais quelqu'un devient un peu trop agité, cette personne-là, peut-être qu'elle va devoir faire une interjection. Moi, je n'ai jamais été dans un litige ou une audience où il y avait quelqu'un de trop agité. Donc, personnellement, moi, les agents de service aux tribunaux, je n'ai pas trop d'affaires à faire avec eux. Mais si vous voyez qu'ils se lèvent, c'est peut-être parce que vous parlez, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Donc, soyez toujours aux aguets de l'agent de service aux tribunaux. S'ils viennent vous voir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme c'est supposé d'aller. Les avocats.
Les avocats, ça représente des clients. Moi, je suis un avocat. On négocie pour nos clients. On fait de la recherche juridique pour nos clients. On fait tout ce qu'on peut dans notre pouvoir pour faire avancer les intérêts de nos clients. Lors des audiences, on parle et on plaide dans le nom de nos clients. Donc, si vous voyez un avocat, puis vous êtes auto-représenté, cet avocat-là n'est pas là pour vous aider nécessairement. Mais puisque vous êtes auto-représenté, cet avocat-là que vous allez voir dans la cour va probablement avoir une robe. D'après nos règles déontologiques, ne devrait pas essayer de vous truquer. C'est un officier de la cour. Même s'il représente son client, avant tout, c'est un officier de la cour. Donc, je ne vous dis pas que vous devriez vous fier à l'avocat adverse, mais en même temps, vous ne devriez pas le voir comme un acteur qui essaie de vous truquer. L'avocat adverse, incluant moi d'ailleurs, lorsque je vais contre, ou c'est-à-dire lorsque je me présente en cour, il y a une personne auto-représentée, c'est moi dans la salle d'audience qui a le plus peur que n'importe qui d'autre. Parce que j'ai des obligations plus contraignantes lorsque quelqu'un qui est auto-représenté. Parce que les chances sont que la personne auto-représentée va me poser des questions. Puis moi, je ne peux pas nécessairement les répondre. Parce que, numéro un, c'est aller à l'encontre, probablement, des intérêts de mon client. Puis numéro deux, je ne peux pas mentir à la partie adverse ni les truquer. Donc, ça va être l'avocat. Hein? L'avocat est là pour plaider, pour essayer de convaincre le juge que son client a gain de cause. Et vous n'allez probablement pas aimer l'avocat à l'autre bord, parce que vous allez probablement penser qu'il ne vous aide pas, puis en effet, il n'est pas là vraiment pour vous aider, malheureusement. C'est ça que c'est le litige civil. Il va y avoir quelqu'un qui s'appelle le demandeur. Ça pourrait être vous. Le demandeur, c'est celui qui demande pour quelque chose. Il demande un droit dans l'immeuble de son voisin, une servitude de passage, un intérêt quelconque. Il demande pour des dommages-intérêts. Il demande pour une injonction ou quelque chose comme ça. Il va à la cour parce qu'il a besoin d'aide, il a besoin de remède. Le défendeur, ça pourrait aussi être vous. Ça, c'est la personne qui se fait à l'encontre de qui il y a une demande. Donc, c'est la personne qui se fait dire qu'il perd un intérêt dans son bien-fond, ou une personne qui doit payer de l'argent à cause d'une lésion corporelle, ou quelqu'un qui n'a peut-être pas respecté un contrat, ou c'est allégué qu'ils n'ont pas respecté un contrat. Ça, c'est la partie défendeur ou défendresse. Puis ça se pourrait que vous soyez un ou l'autre. Ça dépend de l'instance. Les intervenants, des personnes qui ne font pas partie du litige et dont les droits peuvent être touchés par la décision du juge. Moi, je n'ai pas trop d'expérience avec des intervenants, mais c'est pas mal difficile de l'expliquer plus que ce que ces mots-là qui sont écrits dessus sur la fiche. J'essaie de penser à un intervenant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'acte. Donc, c'est quelqu'un envers qui vous ne faites pas une demande, mais qui pourrait être affecté par la décision. Donc, ce n'est pas un demandeur ou une défendresse, ce n'est pas un requérant ou un intimé, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu un enjeu. Je vais vous donner un exemple, mais ça devient un peu compliqué, malheureusement. Je vais vous donner un exemple dans ce que moi j'œuvre. Disons que vous avez besoin d'aller sur la propriété de votre voisin pour vous rendre au highway, pour vous rendre à la rue, pour vous rendre à votre bureau, disons. Okay? Puis vous avez un autre voisin plus loin dans la rue qui lui aussi a besoin de se rendre. Et puis, il y a quelque chose qui bloque la rue. Quelque chose comme une roche ou un immeuble qui bloque la rue. Et vous voulez enlever l'immeuble. Bien, votre voisin derrière de vous aussi est affecté par votre acte parce que lui aussi a besoin de se rendre au highway, à la rue. Donc, ça pourrait être une personne intervenante. Elle n'a pas été nommée. Vous n'avez peut-être pas nommé cette personne-là.
Ce n'est pas une partie défenderesse, mais c'est une personne qui a aussi un intérêt dans la servitude de passage. Donc, je ne vais pas être trop compliqué, mais c'est ça que c'est l'intervenant. C'est quelqu'un que ses droits pourraient être affectés, mais pour une raison ou une autre, ils ne sont pas faits mentionner dans le litige. Requérant et intimé, c'est vraiment similaire à demandeur et défendeur, mais c'est dans une instance qu'on appelle une requête. Une requête, ce n'est pas une action. Donc, lorsque c'est une requête, le monde qui sont dans le litige s'appelle requérant et intimé. Je pense que plus tard, on va parler de la différence entre une action et une requête. Donc rappelez-vous, une action, c'est un demandeur et un défendeur, ou des parties demandeurs et des parties défendeurs dans une requête. Puis moi, d'ailleurs, dans ma pratique, je fais plus souvent des requêtes que des actions. C'est très rare pour les avocats de faire plus de requêtes que d'actions, mais dans ma pratique, je fais plus de requêtes. Donc, il y a des requérants et des intimés. Règles du jeu. Donc, comme personne auto-représenté, vous devez connaître les règles de la cour et comment les utiliser. On doit noter qu'on ne s'attend pas à ce que vous présentiez votre cas aussi efficacement qu'un avocat. Les juges le savent, les avocats le savent, le greffier le savent. Vous n'avez pas d'avocat. Vous devez en revanche suivre les règles qui protègent les droits de toutes les parties à l'action. Vous pouvez trouver ces règles-là dans les règles de procédure civile. Il y a un lien. Il y a aussi les formules des règles de procédure civile. Juste avant qu'on passe à la prochaine, c'est correct, c'est correct. Je voulais juste vous dire, si vous intentez vous représenter dans la cour civile, donc pas pour des matières de famille, ni des matières de petites créances, je vous encourage fortement de lire les règles de procédure et même peut-être de vous acheter un livre sur les règles de procédure. Moi, comme avocat, le livre le plus important dans ma bibliothèque, c'est les règles de procédure. Ce n'est pas le droit substantif là, de l'immobilier ou des servitudes ou des remèdes. C'est vraiment les règles de procédure. Vous ne pouvez pas comprendre comme important que c'est. Si vous ne suivez pas les règles, vous pourriez avoir votre action ou votre requête radiée. Ce qui veut dire que vous n'allez jamais vous faire entendre sur les vrais problèmes ou les vrais différends que vous voulez intenter là, pour régler à la cour. Donc, en tant qu'avocat en droit civil, là, je vous dirais, c'est le livre le plus important, c'est le livre avec les règles de procédure civile. L'étiquette à suivre. Ça, c'est important aussi. C'est vraiment important, surtout pour un avocat. Pour vous aussi, c'est important parce que vous voulez bien paraître. Bien paraître, c'est important. C'est très important. Habillez-vous en tenue d'affaires. OK? Essayez de porter une cravate, si vous en avez une. Un veston, une chemise. Si vous n'en avez pas, vous faites juste dire au juge, au protocolaire, que vous n'en avez pas. Mais si vous en avez juste un, portez-le. C'est le temps de le porter. Il n'est pas permis de porter des chapeaux ou des couvre-chefs dans la cour. Vous devez l'enlever avant de rentrer. C'est un petit peu comme un dojo si vous faites des arts martiaux. Il faut enlever les chapeaux, il faut faire une petite révérence. À moins qu'il y ait des questions, à moins que vous êtes religieux et vous devez porter un petit chapeau ou un couvre-chef, là, c'est correct. Vous pouvez le porter pour une raison religieuse, ils ne vont pas vous empêcher. OK? Ils ne vont pas vous empêcher. Ne portez pas des vêtements avec des inscriptions, des images qui pourraient offusquer. Soyez à l'heure pour le début de votre audience. Ne soyez pas en retard. OK? Comme, si vous êtes en retard, expliquez pourquoi, mais il ne devrait pas y avoir d'explication. Vous ne devriez pas être en retard. On adresse la juge comme Monsieur le juge ou Madame la juge. Donc, si la juge, c'est la juge Parfait, c'est bonjour Madame la juge Parfait. Si c'est Monsieur le juge Baudouin, bonjour Monsieur le juge Baudouin. Lorsque vous adressez le ou la juge ou la protonotaire Fortier ou le protonotaire Kaufman, levez-vous.
Ne restez pas assis lorsque vous parlez à un juge ou à un protonotaire. Mauvaise idée. C'est un petit peu un manque de respect envers le juge. Il faut se lever et il faut bien parler. Quand vous parlez ou quand vous plaidez, n'allez pas trop vite. Le but d'une audience, c'est de se faire entendre par un juge ou une juge ou un protonotaire. Si vous parlez trop vite, ils ne vont pas vous entendre. Ils vont vous entendre, mais ils ne vont pas vous comprendre. Lorsque vous voyez un juge ou une juge écrire ce que vous dites, c'est un bon signe. Ils ne vont pas écrire si vous parlez trop vite. Si vous parlez trop vite, ils vont manquer ce que vous dites. Je suis conscient que vous allez probablement être nerveux si vous allez en cours. Moi, je le suis. Puis moi, au début de ma carrière, il a fallu que je me force à parler plus lentement. Donc, il y a de l'eau à la table. Prenez de l'eau si votre gorge commence à piquer ou si vous parlez beaucoup et ça commence à être sec. Donc, soyez conscient du débit de votre oratoire, surtout si vous êtes nerveux. N'interrompez pas le juge, là ou la juge. Lorsque le ou la juge vous pose des questions, ça veut dire qu'il ou elle vous écoute. C'est ça le but. Donc, si la juge ou le juge commence à vous parler, d'abord, vous devez répondre. OK? Lorsque vous parlez au greffier, vous dites Monsieur le greffier. Lorsque vous parlez aux agents des services des tribunaux, c'est Monsieur ou Madame. Puis pour le sténographe, c'est Monsieur le sténographe. Il ne faut pas emmener de gomme. Il ne faut pas boire, à part de l'eau, il ne faut pas boire d'autres sortes de drinks. Il ne faut pas manger dans la cour. Il ne faut pas jurer ou sacrer ou utiliser du langage vulgaire. Prenez en note les points de l'autre partie auquel vous voulez répondre. Pour les audiences virtuelles, moi, j'en ai fait quelques-unes depuis COVID. Donc, c'est pas mal nouveau. Puis pour n'importe quel avocat avec qui vous allez aller contre, c'est plus ou moins nouveau. Ça ne fait pas au-dessus d'un an, là, donc c'est nouveau. Testez votre microphone, votre caméra avant le début des rencontres. Assurez-vous que l'appareil que vous utilisez pour joindre la réunion est mis à jour. Ceci évitera les problèmes techniques de dernière minute. Connectez-vous à votre réunion au moins 5 minutes au préalable, que ce soit par téléphone ou par vidéoconférence. Ça, c'est une très bonne idée de le faire 5 minutes à l'avance. Asseyez-vous à un endroit avec un arrière-plan neutre. Ouais. Et gardez votre micro sur sourdine, sur mute, quand ne vous parlez pas. Les étapes au dossier. Donc, si vous faites une action, ça commence avec une demande et vous allez être le demandeur. Donc, vous demandez quelque chose, de l'argent, une injonction, quelque chose comme ça. Si vous êtes le récipiendaire d'une demande, alors vous devez vous défendre. Ça, c'est une défense. Lorsque la demande, la défense et peut-être une réponse ont été données à la Cour, alors là, les plaidoyers, excusez-moi, sont finis et vous devez aller à la médiation. La médiation, pour ça, c'est important d'ailleurs, je vais en parler un petit peu, mais pas trop. Mais la médiation, c'est un médiateur qui arrive, c'est une personne qui ne peut pas rendre un jugement. Ce n'est pas comme un arbitre. Mais ça va être la première personne que vous allez rencontrer qui est neutre, puis qui se fait payer la plupart du temps pour vous dire qu'est-ce qu'elle pense de votre action ou votre défense. Et puis, c'est extrêmement important de prendre une médiation sérieusement parce que ça va vous éviter les coûts qui vont arriver lors de l'enquête au préalable et lors de l'inscription au rôle et du procès, qui sont foudroyants, ces coûts-là. Même si vous n'êtes pas des avocats ou vous n'avez pas d'avocat, ça coûte quand même cher. L'enquête au préalable, excusez-moi, en anglais, c'est des discoveries, examination for discoveries. Pour des avocats, c'est très important. Pour des personnes auto-représentées aussi. C'est votre seule chance, hors cours, avant procès, de demander des questions sous serment à la partie adverse. Donc, c'est le temps de demander des questions. Vous allez avoir des réponses qui sont sous serment. Puis ça, c'est bon parce que vous allez avoir des admissions, puis vous pouvez essayer
de clairer quelques-uns des problèmes, puis essayer d'avoir de moins en moins de différends lorsqu'il arrive au procès. Ça va coûter moins cher. L'inscription au rôle, c'est facile. Une fois que la médiation a été faite et vous avez toutes vos admissions, puisque vous avez fait une excellente job avec votre enquête au préalable, mais là, vous pouvez inscrire votre action au rôle, ce qui veut dire que vous allez aller devant un juge pour un procès. Vous allez avoir une conférence préparatoire au procès où il va y avoir un juge qui ne siégera pas durant votre procès. Et ce juge-là, lui, comme le médiateur va vous dire qu'est-ce qu'il ou elle pense de votre action. Ça se pourrait que ce soit un protonotaire aussi. Et ce juge ou protonotaire-là peut rendre une ordonnance à la fin de la conférence préparatoire pour régler à l'amiable votre différend. Mais si vous ne réglez pas, vous devez aller au procès, qui est la dernière étape. Avant le procès et durant tout le litige, de la demande jusqu'au procès, et même durant le procès, il peut y avoir des motions. Les motions, ça, c'est des demandes faites à la Cour pour obtenir une ordonnance en vue de régler une question avant le procès. C'est surtout devant des protonotaires, mais pas tout le temps. Il y a des motions procédurales, il y a des motions substantives. Une motion substantive, ce serait par exemple une motion pour radier une action à cause d'une faute procédurale parce que vous n'avez pas acheté votre livre de procédure civile. OK? Moi, j'en fais beaucoup de ça d'ailleurs. Ça va devant un juge. Préparation pour l'audience. Donc, que ce soit une motion, une requête ou une action, vous devez toujours essayer au moins de discuter avec la partie opposée. Un avocat, d'ailleurs, a une obligation de discuter et d'essayer de régler à l'amiable, en tout temps, même durant un procès. Vous devez cerner les questions en litige et les différentes positions. Vous devez réviser et familiariser. Vous devez vous familiariser avec la preuve. Très important parce que les juges, c'est ça qui va les convaincre. C'est la preuve. Ce n'est pas vos oratoires excellentes, c'est la preuve. Vous devez préparer les matériaux à soumettre à la Cour et vous devez préparer vos arguments oraux et vos soumissions. Juste avant qu'on continue à la prochaine diapositive, là. Si vous faites une motion, c'est un petit peu différent d'une demande. Vous devez préparer un avis de motion et un affidavit. Un affidavit, c'est de la preuve sous serment. C'est nécessaire aussi un factum, c'est un argument légal. Ça doit être un peu difficile pour une personne auto-représentée, mais vous devez essayer de faire un factum avec des arguments légaux pour convaincre un juge que les faits dans votre affidavit, votre preuve, fit, si vous voulez, avec le droit. C'est ça que vous devez faire d'ailleurs en tout temps devant un juge. Habituellement, la personne qui a commencé la poursuite, probablement un demandeur ou une demanderesse, va débuter les arguments lors d'une motion ou une requête. Ensuite, l'autre personne, la partie adverse, qui est la défenderesse, va faire ses arguments. Puis, suivant ça, il va y avoir une réponse de la personne demanderesse. Donc, techniquement, la demanderesse a deux opportunités de faire valoir son cas. Une demande, après ça, il y a une réplique, puis après ça, une réponse. Ou demande, réponse, réplique. Dans le cadre d'une motion, la personne qui a présenté la motion, le requérant, aura le droit de parole en premier. Ensuite, l'intimé aura son droit de réponse. Là où la requérante aura finalement un droit de réplique. Lors de la réplique, ne répétez pas ce que vous avez dit au début de l'audience. Vous pouvez seulement faire une réplique à la réponse de l'intimé au sujet de points conflictuels que vous n'avez pas présentés devant votre argument. Ne vous répétez pas en cours. OK? Ce n'est pas une bonne idée. À moins que vous voyez que le juge ne vous écoute pas. Là, répétez-vous fort. OK, les soumissions orales. Donc, lorsque la preuve et les faits, la matrice factuelle ont été exposés à la Cour, vous allez vouloir faire vos soumissions pour expliquer au juge que vous avez gain de cause en droit. Pour faire ça, vous devez faire des soumissions orales. Durant vos soumissions au juge, utilisez vos notes de préparation. Le juge vous demandera peut-être de vous concentrer sur un seul aspect du problème juridique. S'il fait ça, le juge, ça veut dire que tout compris le reste. Puis vous allez probablement gain de cause sur le reste. Sinon, il doit vous laisser l'opportunité de vous exprimer. Moi, quand un juge me dit, Patrick, je veux juste entendre à propos d'une chose, ça veut dire que j'ai probablement gagné sur les autres aspects déjà. Ça, c'est une bonne chose. OK?
Mais en tout cas, assurez-vous de répondre aux questions du juge. Soyez courtois, soyez toujours courtois. Même si vous êtes fâché dans le fin fond de votre cœur, soyez courtois. Vous pouvez demander de la clarification au juge si vous ne comprenez pas un concept juridique. Le juge va essayer de répondre à votre question sans vous donner des avis. Le juge, il va falloir qu'il fasse attention. Ne réitérez pas vos arguments quand vous faites vos soumissions en réponse à l'autre partie. Encore une fois, ne vous répétez pas. Utilisez vos notes. Le ou la juge peut prononcer sa décision oralement à la fin de l'audience. Ça, c'est on the bench, sur le siège. Moi, ça arrive rarement, mais ça arrive des fois. Ou prendre le temps après l'audience pour considérer la preuve et les arguments et rendre la décision par écrit plus tard. Ça veut dire réserver la décision. S'il y a un avocat dans la cour qui fait des arguments forcés, ça se pourrait que le juge réserve sa décision. Même si la décision du juge n'est pas en votre faveur, demeurez courtois et remerciez le ou la juge. Ne faites pas de célébration de victoire durant l'audience. Vous pourrez le faire plus tard. Les instances bilingues. Donc, vous avez le droit à Ottawa et dans le comté de Prescott-Russell et quelques autres comtés en Ontario d'avoir une instance bilingue. La loi sur les tribunaux judiciaires donne le droit à une partie d'exiger que l'instance soit instruite en tant qu'instance bilingue. Vous pouvez commencer à instituer votre action en français et demander que l'action soit bilingue. Et si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez faire une déclaration orale devant le tribunal ou vous pouvez donner une déclaration écrite auprès du tribunal. Les services d'interprétation. Je vais être honnête avec vous, je connais moins ça, ce domaine-là. Mais vous devez demander les services d'interprétation pour votre audience dès que vous vous rendez compte qu'ils sont nécessaires. Vous avez besoin des services d'interprétation pour votre audience. Contactez l'unité des services d'interprétation judiciaire du palais de justice où votre dossier sera entendu. Lorsque vous demandez les services d'interprétation, il est important de fournir les renseignements suivants. La langue d'interprétation que vous avez besoin, qui demande les services, donc un témoin, un avocat, la date et l'heure de l'audience, l'adresse du tribunal, puis d'autres renseignements pertinents que ça se peut qu'il vous demande. Audience en personne. Depuis COVID, il n'y a plus beaucoup d'audiences en personne. Moi, je n'ai eu zéro depuis le mois de mars. C'est tout par Zoom ou par téléphone. Mais je crois que si vous voulez aller en cours, si vous pouvez aller en cours, vous allez devoir porter un masque. Il va y avoir une distanciation physique. Le maximum de personnes dans l'ascenseur, je crois, à Ottawa, que c'est 2. Donc, informez-vous au palais de justice où votre dossier sera entendu pour connaître les mesures mises en place. Votre arrivée au palais de justice. Il va y avoir de la sécurité. Moi, j'étais surpris la première fois que je suis allé au palais de justice. Des fois, il y a des longues lignes. Vous allez voir les avocats, ils ont leur propre petite entrée. Vous devez attendre en ligne, malheureusement. Emmenez pas des couteaux, emmenez pas des fusils, emmenez pas des armes. Vous n'êtes pas là pour faire mal au monde. Vous êtes là pour parler à un juge. C'est pas le temps d'emmener de l'alcool non plus, des chaînes ou des menottes. Tout le monde entrant au palais de justice doit passer par la sécurité. Donc, il est possible que vous vous trouviez en avant ou en arrière de la partie opposée dans votre dossier. Si ça arrive, faites juste attendre en ligne, essayez de ne pas leur parler. Puis, il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux dire. Vous devez parler en cours. Attendre en ligne, c'est le parfait temps de répondre aux emails ou de lire les nouvelles sur votre téléphone. Si vous n'êtes pas confortable ou que vous craignez la partie opposée, vous pouvez apporter une personne de soutien avec vous à votre audience. Il y a plusieurs agents de sécurité, puis il y a souvent des policiers parce que la même cour de justice fait le criminel que le civil. Donc, c'est la place. Là. Il y a plein de policiers avec des menottes et avec des fusils. Si vous n'êtes pas certain de votre salle d'audience, vous pouvez aller au comptoir d'information et leur demander dans quelle salle est votre matière.